Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. À croire que raconter n'importe quoi en temps de crise est devenu un sport national pour une partie de nos élites. Vous le savez évidemment tous, le 24 février dernier, l'armée russe pénétrait en Ukraine, acte marquant le début de la guerre entre les deux pays. Une guerre complexe qui, au-delà des émotions légitimes qu'elle suscite et des réactions immédiates qu'elle appelle, sert aujourd'hui de prétexte à certains, Emmanuel Macron en tête, pour ressortir des cartons un vieux projet, celui d'une Europe de la défense, voire d'une armée européenne, seule à même de garantir la paix et l'indépendance sur le vieux continent. Pourtant, à regarder les faits, cette solution miracle pourrait bien n'être rien de plus qu'une chimère, une illusion d'autant plus dangereuse que la suivre empêcherait notre pays de se poser les bonnes questions en matière de défense, le menant, de fait, sur la voie du désastre. Alors, pourquoi y a-t-il très peu de chances que cette Europe de la défense existe un jour? En quoi miser gros sur ce projet, comme Emmanuel Macron semble être le seul dirigeant de toute l'UE à le faire, est-il une grossière erreur? Quels sont aujourd'hui les vrais enjeux pour notre défense nationale? C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble dans cette vidéo du Fil d'actu. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre. Notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Ces derniers jours, plusieurs étapes ont été franchies. D'abord, l'annonce d'une enveloppe de 450 millions d'euros pour livrer des armes à l'Ukraine, prélevées directement sur le budget européen, une première dans l'histoire des 27. Je crois qu'il est grand temps que l'Europe de la défense passe à la vitesse supérieure. Dans le domaine de l'Europe de la défense, eh bien, nous avons accéléré en l'espace de quelques jours comme jamais. On a passé un pas de géant et les discussions qu'on avait il y a une semaine sur l'Europe de la défense où ça bloquait un peu partout. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. François, alors on se demande quelles décisions sont susceptibles d'être prises. Eh bien, il n'y en aura pas. En fait, il n'y aura pas de décision aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les Européens ne sont pas encore prêts pour aller plus loin par rapport aux décisions qu'ils avaient déjà annoncées. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est montrer qu'ils sont unis, qu'ils restent unis. Je comprends Emmanuel Macron qui veut faire avancer le chantier, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'Europe de la défense. Il y a des progrès en vue d'une discussion pour éventuellement plus tard une Europe de la défense. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. On aura une armée européenne quand l'Europe aura remplacé les États-nations. Et ça, je pense que c'est probablement pas demain la veille. C'est plus de France, plus d'Allemagne, plus de... Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas imaginer les soldats des différents pays se mettre sous la même bannière, on n'a pas les mêmes armes, on n'a pas les mêmes commandements, c'est juste pas possible. Vous tuez et vous mourrez pour quelque chose. Ouais. Et la seule chose pour laquelle vous acceptez, dans un État normalement constitué, vous acceptez de devenir un assassin ou d'être assassiné, c'est quand même la chose pivotale dans l'organisation de la société. L'Union européenne ne tient pas ou ne tient pas encore cette place-là dans notre imaginaire collectif. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la guerre est bien évidemment au cœur de toutes les attentions médiatiques. Depuis 2 semaines maintenant, les meilleurs experts en géopolitique internationale, les mêmes parfois qui, il y a encore 2 semaines et 1 jour, étaient experts en maladies à coronavirus, se relayent sur les plateaux de télévision pour partager leur indignation et leurs analyses, tout en nuances. Pourtant, dans cette cacophonie où personne n'a de mots assez forts pour condamner, à raison, l'agression russe, difficile pour le citoyen lambda de saisir vraiment les tenants et les aboutissants de cette guerre. De comprendre par exemple ses racines historiques, sociales, ethniques ou linguistiques. De comprendre les enjeux nationaux, économiques ou politiques complexes qui y sont rattachés. Ou encore de comprendre ses implications en termes de grands équilibres internationaux, à l'heure où ces derniers ne semblent pas tant se jouer en Europe qu'entre les États-Unis et la Chine. Autant de questions dont les réponses nous permettraient à tous de mieux appréhender le réel, au lieu de simplement s'entendre répéter, encore une fois, combien Vladimir Poutine est méchant. Malheureusement, nous sommes au regret de vous l'annoncer, ce n'est pas dans cette vidéo que vous trouverez des réponses à toutes vos questions légitimes sur la guerre en Ukraine, tout simplement car nous ne sommes pas qualifiés pour vous les apporter. Au fil d'actu, aucun d'entre nous n'est spécialiste de l'histoire de l'Ukraine, aucun d'entre nous ne parle russe ou ukrainien, aucun de nous n'a d'expérience en diplomatie internationale.
Dans ce contexte, nous aventurer sur ce terrain serait vous exposer à de très nombreux contresens et erreurs factuelles, et au final, en voulant expliquer la situation, à ne la rendre que plus confuse encore qu'elle ne l'est déjà. Or, si les commentateurs précités ne s'embarrassent pas de ce genre de détails, ce n'est pas comme ça que nous concevons ici notre métier. Et c'est pour ça que nous ne parlerons pas ici de la guerre en Ukraine, ou du moins pas directement. Il ne faut même pas mettre un bout du petit doigt dans cette logique de raisonnement. Pas directement, car il est difficile malgré tout de passer sous silence certaines implications de ce conflit. À commencer par la plus évidente, la fin brutale de l'illusion savamment entretenue ces dernières années d'une paix définitivement garantie sur le continent européen. Un retour au réel, à la possibilité de la guerre jusqu'à nos portes, qui oblige à réfléchir sur le sujet, longtemps délaissé par nos dirigeants et aspirants dirigeants, de l'avenir de nos politiques de défense. Comment se protéger des menaces militaires présentes et à venir? Comment peser à nouveau comme force de paix dans le concert des nations? Comment se prémunir des risques de guerre sans dépendre totalement de la bonne volonté des États-Unis? À toutes ces questions, une petite musique semble, du fin fond des plateaux télé jusqu'au sommet de l'État, pointer vers une seule et même réponse, l'Europe de la défense. Une Europe de la défense dont dépendrait presque notre survie dans un monde où la France serait désormais incapable de se protéger seule. Cette Europe de la défense qu'Emmanuel Macron appelait déjà de ses vœux en 2018 et dont l'histoire avec un grand H pousse désormais notre président à accélérer la construction. D'où l'annonce, lors de son allocution du 2 mars dernier, d'une réunion des chefs d'État des 27, c'est 10 et 11 mars, consacrée spécifiquement à ces questions de défense commune. En réalité, un simple Conseil européen ordinaire planifié depuis des mois et que nous évoquions déjà ici même en début d'année. Mais l'Europe de la défense, c'est quoi exactement ? Eh bien malheureusement, c'est là que se situe le problème. Si la formule est efficace, elle ne recouvre aucune réalité concrète, ni même aucune définition théorique sur laquelle s'accorder. Ainsi, en tant que Français, imprégné d'une culture politique spécifique à notre pays, il y a de fortes chances que l'expression « Europe de la défense » nous évoque un projet assez précis, une transposition à l'échelon européen de notre propre modèle, celui d'une force armée permanente, dotée de capacités militaires autonomes, d'une chaîne de commandement unique, elle-même placée sous le contrôle démocratique d'instances politiques communes. Une force susceptible de s'engager dans des conflits sur le continent européen comme dans le reste du monde, mais toujours au nom de l'Union, financée et entretenue bien sûr par un budget commun. Et quand politiques ou commentateurs parlent d'Europe de la défense, il est rare qu'ils cherchent à battre en brèche cette vision. Pourtant, s'il y a une chose qui doit être claire au regard de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, c'est bien qu'un tel projet n'a absolument aucune chance de voir le jour dans les décennies à venir. En effet, pour qu'une telle Europe de la défense existe, il faudrait pour commencer que les 27 États membres de l'Union européenne s'entendent sur un projet de défense commun, sur une vision commune des questions géopolitiques, sur des intérêts communs, sur des objectifs communs, sur une doctrine militaire commune. Une fois tout cela réalisé, ne resterait plus aux 27 qu'à s'entendre sur un budget commun, sur des institutions à même de décider au nom de l'Union européenne où, quand et comment intervenir, et bien sûr à faire accepter à leur population le fait qu'une instance supranationale exerce désormais un contrôle sur leurs forces armées. Or, n'en déplaise à certains, rien de tout cela n'est aujourd'hui possible, et rien n'est a priori à même de modifier cet état de fait. On ne le répétera jamais assez, mais les nations qui composent l'Union européenne n'ont pas toutes les mêmes intérêts. On le voit d'ailleurs très bien avec la crise ukrainienne, où un pays comme l'Allemagne s'oppose encore, à l'heure où nous tournons cette vidéo, à toute idée d'embargo sur le gaz, le charbon et le pétrole russe, essentiel au fonctionnement de son économie. Dans ce contexte, imaginer un dépassement des intérêts nationaux relève, même si on peut le regretter, de la pure utopie. De même, la définition de menaces ou d'objectifs communs à des pays aux histoires et aux alliances spécifiques semble compliquée, à tout le moins. Clairement, que l'on soit chypriote ou allemand, on ne se fait pas la même idée de la Turquie par exemple. Et ne parlons même pas des pays qui, contrairement à la France, n'ont jamais eu les moyens d'une autonomie stratégique, comptent depuis plusieurs décennies sur les États-Unis et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour assurer leur sécurité et n'ambitionnent absolument pas aujourd'hui de dépasser ce cadre. Mais si les nations n'ont pas les mêmes intérêts, elles ne partagent parfois pas même jusqu'à une conception commune du fonctionnement et du rôle d'une armée. Aussi, cela peut sembler compliqué à envisager, mais un Allemand à qui l'on parlerait d'Europe de la défense n'en aurait pas forcément la même vision qu'un Français.
Parce que, par exemple, il est impensable, aujourd'hui en Allemagne, que l'armée participe à une opération antiterroriste de type Sentinelle, comme nous avons en France, ou encore parce qu'étant placée sous le contrôle du Parlement, elle ne peut pas être mobilisée aussi rapidement que l'armée française sur des opérations extérieures. Envisager une Europe de la défense à 27, c'est donc prendre en compte 27 doctrines de défense différentes et tenter de les unifier. Un projet totalement irréaliste sur le plan opérationnel. Parce que les administrations nationales ne sont pas programmées pour transférer des compétences dans des domaines régaliens aussi sensibles que celui de la défense ailleurs. Et donc, dans les faits, même si théoriquement, intellectuellement, tout le monde convient qu'il faut renforcer le rôle de l'Europe, qu'il faut avancer dans le processus d'intégration européenne, qu'il faut plus de défense européenne, tout le monde est d'accord sur ça. Lorsqu'on se retrouve face à des dossiers concrets, souvent les classes politiques européennes et nationales ont du mal à avancer. Et quand bien même tout cela serait possible, il resterait à l'Union de se doter de structures démocratiques communes, à même de prendre des décisions au nom de tous. Bref, il resterait aux 27 pays membres, une fois leurs différences fondamentales gommées, de se dissoudre en un seul État fédéral, doté d'une seule et même politique, financé par un seul et même budget, et exerçant un contrôle unique sur la structure de commandement de cette fameuse Europe de la défense. Et on ne va pas se mentir, nous en sommes aujourd'hui très loin. Au-delà du fait que, précisément, les intérêts divergents, voire parfois frontalement opposés des États rendent un tel saut impossible, il suffit de regarder les réalités du budget européen pour appréhender le gouffre qui sépare les beaux discours de la pratique. Pour l'exercice 2022, le budget de l'Union européenne consacré à la sécurité et à la défense s'élève à 1,2 milliard d'euros, ce qui signifie qu'il est environ 30 fois moins élevé que le budget de la défense française. Or, se donner les moyens d'une véritable défense commune implique, bien sûr, l'unanimité des 27, ce qui, on le comprend aisément désormais, n'a pas la moindre chance d'arriver. D'ailleurs, les fonctionnaires et technocrates européens eux-mêmes le savent pertinemment. Ainsi, en 2019, un document d'analyse produit par la Cour des comptes européenne mettait en évidence tous ces obstacles et taxait les déclarations politiques concernant la création d'une armée européenne d'ambiguës et irréalistes. Une réponse directe et cinglante à Emmanuel Macron qui, en novembre 2018, au micro d'Europe 1, affirmait qu'on ne protégerait pas les Européens sans une vraie armée européenne. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante, moi je veux construire un vrai dialogue de sécurité avec la Russie, qui est un pays que je respecte, qui est européen. Une armée Mais européenne. on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule et sans dépendre seulement des États-Unis. Là encore, ça reste quand même encore modeste. Rappelons que sur à peu près les 50 000 fonctionnaires européens, il y en a à peu près 400 seulement qui sont militaires. Donc on est quand même loin d'avoir des militaires dans toutes les structures. Et pourtant, aujourd'hui donc, alors que se posent de véritables questions sur nos politiques de défense, c'est cette idée que le même Emmanuel Macron remet une nouvelle fois sur le tapis, avec une promesse, cette fois, la défense européenne va franchir une nouvelle étape. De quoi est-il question alors ? Pour le savoir, il faut réécouter son discours du 9 décembre dernier, portant sur la présidence française de l'UE. Dans ce discours, le président affirme que le Conseil européen, se tenant actuellement, servira principalement à acter une boussole stratégique, soit une analyse commune des menaces pesant sur nous. Le problème, c'est que la production d'une telle analyse commune était déjà l'aboutissement de la stratégie européenne de sécurité, validée en décembre 2003. Un document suffisamment flou et consensuel pour permettre à chaque État membre, au nombre de 23 seulement à l'époque, d'en faire sa propre interprétation. Et le fait que 18 ans plus tard, nous en soyons toujours au même stade, montre à quel point les annonces d'Emmanuel Macron doivent être prises au sérieux. Malgré les réticences de certains pays de l'Union peu enclins à quitter la protection américaine, l'Europe de la défense, tant espérée à Lisbonne, fait son comeback avec un acronyme dont l'Union a le secret. La CSP, la coopération structurée permanente, c'est un mariage de la défense entre les 25 États membres. Ils se sont engagés légalement à opérer ensemble, à investir ensemble, à développer des capacités afin que leur plan de défense soit de plus en plus intégré. La CSP va vraiment être l'élément clé dans ce qui va se passer en Europe. Nous entrons dans une période décisive.
Derrière le langage technocratique, l'événement se veut historique, sans doute un peu trop. Bien sûr, on pourra nous objecter que nous nous focalisons uniquement sur le négatif. Après tout, Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de dire cela, puisque le Conseil européen en cours est également supposé permettre aux États membres de lancer des exercices communs et de renforcer une industrie de défense européenne. Mais en fait, si tout cela existe déjà, dans une certaine mesure, il s'agit en réalité de projets fondés sur une coopération internationale entre groupes d'États membres, dans la foulée des coopérations structurées lancées en 2017, ou encore d'alliances industrielles du type Dassault Airbus. Des projets certes bienvenus, mais qui en réalité sont aujourd'hui des échecs. Puisqu'en 2021, les achats de matériel militaire commun au sein de l'Union ont par exemple reculé de 13%, s'établissant à peine 4,1 milliards d'euros sur l'année, contre plus de 6 milliards en 2008. Quant aux alliances industrielles, les tensions actuelles entre Dassault et Airbus autour du système de combat aérien du futur en montrent toute la fragilité. On indiquait que pour la première fois, il y avait un fonds européen des défenses qui fait royalement 6 milliards d'euros sur 7 ans. Et moi, c'est pas à la hauteur des enjeux, quoi. Ce n'est pas avec ça que vous créez l'incitation pour les états-majors comme pour les industriels à faire l'effort très réel qu'est le travail en multinational et en multilangue qu'implique la coopération en matière d'armement. Ça a un prix, c'est chronophage, c'est plus compliqué. Alors on est d'accord, 8 milliards d'euros jusqu'en 2027, ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est un début. L'Europe ne s'est pas fait en un jour. Le Salon du Bourget est une belle vitrine et l'Europe de la défense veut afficher un symbole politique fort. Le futur avion de combat SCAF est le fruit d'une coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Il n'est encore qu'une simple maquette, mais encore une fois, le cérémonial est soigné. On voit que, visiblement, ça se passe pas très bien. On voit aussi que les Allemands veulent plutôt commander des avions américains, les F-35, qui sont les concurrents des Rafales. Vous, l'Europe de la défense, pour l'instant, vous la voyez pas? Écoutez, moi je vois des choses positives, c'est que Emmanuel Macron a augmenté les budgets de la défense pour la France, la loi de programmation militaire, qui permet un rattrapage capacitaire qui était absolument nécessaire. En même moment, il faut aussi préparer le futur, y compris le futur lointain. C'est pour ça qu'on est engagé dans ce programme de coopération, mais avant toute chose, face à des menaces à court et moyen terme, c'est bien le Rafale qui est le sujet le plus important pour la France. Oui, très bien, mais l'Europe de la défense... pour l'instant, elle ne se fait pas. Prenons l'exemple du SCAF, donc ce fameux avion de combat européen. Elle va se faire, mais il faut qu'elle se fasse sur la base de l'efficacité et des compétences. Donc aujourd'hui, les 3 pays ont travaillé à ces hypothèses-là. Nous avons apporté notre savoir-faire. Nous avons négocié depuis plusieurs années avec nos partenaires. Ce que j'ai dit au résultat, c'est qu'il était temps maintenant de signer le contrat et non pas de rediscuter en permanence pour remettre en cause la légitimité de la responsabilité d'architecte et de maître d'œuvre de Dassault. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Depuis là, ça fait 3 jours, quand vous avez publié vos résultats, vous avez eu, un contact avec Airbus? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc on est dans un cul-de-sac, si vous me permettez cette expression. Non, en tout cas, on n'a pas un accord aujourd'hui. Oui, il n'y a toujours pas d'accord. Mais surtout, toutes ces coopérations bien réelles entre États n'ont guère de rapport, ni dans leurs ambitions associées, ni dans leur nature même, avec un projet d'Europe de la défense basé, lui, sur la constitution de cadres supranationaux, donc supérieurs aux nations, aujourd'hui purement imaginaires. Dès lors, pourquoi un tel matraquage politique et médiatique autour d'une chose qui n'existe pas et, selon toute probabilité, n'existera jamais ? C'est que l'Europe de la défense est ce que l'on appelle en linguistique un signifiant vide, un terme non pas dépourvu de sens, de signifier, mais volontairement ambigu, équivoque, sous-déterminé, permettant donc à chacun d'y accoler son propre contenu. Qu'Emmanuel Macron parle d'Europe de la défense, qu'importe si cela ne se traduit par rien de tangible, ceux qui espèrent l'émergence d'une armée européenne à même de les protéger contre Poutine verront un pas dans cette direction, ou au moins la volonté d'aller dans cette direction, et salueront la formule, quand bien même elle ne pourrait déboucher sur aucun accomplissement. Une aubaine pour le candidat à sa propre succession à tout juste un mois de la présidentielle. Plus encore, le slogan d'Europe de la défense se veut performatif dans une optique de construction européenne. Il n'aboutira certes jamais à une réalisation concrète, mais répété encore et encore, il permet de donner corps à l'idée abstraite d'union et pousse celui qui le reçoit à s'enthousiasmer à cette idée.
Une subtile tactique de manipulation destinée à renforcer dans les esprits la légitimité souvent contestée de l'Union européenne. Une technique qui, à long terme, n'est efficace que sur ceux qui ne subissent pas directement les effets néfastes très concrets des politiques européennes, soit une minorité qui devrait encore se réduire si demain l'Ukraine, pays où le salaire minimum s'élève à 180 €, intégrait notre espace économique. Mais surtout, on peut considérer qu'il y a un énorme problème à ce qu'Emmanuel Macron, qui, à moins d'être un illuminé total, sait parfaitement que son Europe de la défense ne verra jamais le jour, profite de la situation internationale pour mettre en avant son propre agenda politique et idéologique. Et on ne parle pas là du problème moral consistant à utiliser la détresse du peuple ukrainien pour ses propres intérêts, mais bien du fait que, pendant qu'Emmanuel Macron se livre à de telles manœuvres, la tâche qui lui incombe naturellement en tant que président, chef des armées, candidat à sa réélection, celle consistant à penser et à engager une véritable politique de défense adaptée au nouvel état du monde, cette tâche est totalement mise de côté. Pire, en focalisant le débat public sur les chimères européennes, M. Macron vient parasiter toute réflexion constructive autour des questions de défense. Et pourtant, il y a bien sûr urgence à s'emparer du sujet de manière sérieuse, car si l'Europe de la défense n'est qu'une vaste imposture, on comprend ici pourquoi il est tentant de se raccrocher à cette idée, à commencer par un constat réel, l'état préoccupant de notre propre défense nationale, matériel vieillissant ou inadapté aux conflits modernes, parc de véhicules, avions, chars d'assaut, bateaux ou encore hélicoptères, dont plus de la moitié ne serait plus en état de fonctionner, effectifs en diminution constante. Depuis plus de 20 ans maintenant, militaires et parlementaires alertent sur cet état de fait. Mais cette situation ne vient pas de nulle part, elle est la conséquence directe de la baisse continue, depuis la chute de l'Union soviétique, des budgets consacrés à la défense, victimes de cette illusion que l'histoire était terminée et que plus jamais nous ne connaîtrions la guerre, désormais obsolète grâce à la mondialisation des échanges. Une illusion qui a vite volé en éclats, mais sans que la réduction progressive des moyens accordés à la défense ne soit pour autant remise en cause. Le résultat donc d'un véritable aveuglement politique de la part de nos dirigeants successifs. Patrouillé pour l'opération Sentinelle, soldat pourtant aguerri, mais pas rassuré, avec son gilet pare-éclat bien moins efficace qu'un gilet pare-balles. Pour l'instant, oui, ça veut dire qu'on va encore continuer à faire même l'opération Sentinelle, encore avec des vieux gilets pare-balles qui sont pas tout à fait adaptés à ce qu'on a à faire. Actuellement, on a des véhicules qui ont à peu près 30 et 35 ans d'utilisation. Donc quand les prochains véhicules arriveront, on arrivera à 40 ans, voire 45 ans. Ça devient problématique. Moi, je suis de la nouvelle génération, j'ai 8 ans de service. Faut savoir que mon grand-père travaillait sur le même véhicule il y a 30 ans. À tel point que là aussi, c'est la sécurité des soldats qui est en jeu. Par exemple, le moteur va casser en plein milieu du Sahel. Par exemple, on va perdre une roue, les roues vont se crever, ou il y a plein de choses qui vont faire que le véhicule va être mal en point. La maintenance derrière ne suit pas. Enfin voilà, tout ça c'est problématique et met en danger les troupes. Quand on voit que sur certains mandats, je ne citerai pas les noms des mandats, on n'a plus de véhicules de patrouille parce que il n'y a pas de pièces, donc on peut pas partir en patrouille, on part en patrouille avec des véhicules non protégés, ça reste un peu compliqué. D'après ce sergent-chef, la colère gronde désormais dans les régiments, et si le président Emmanuel Macron conserve aujourd'hui l'obéissance de ses troupes, c'est leur respect qu'il a perdu. Une tendance continue à la baisse qu'Emmanuel Macron aujourd'hui a beau jeu de prétendre avoir renversée. Et effectivement, depuis quelques années, les budgets de la défense sont repartis à la hausse. Un renversement de tendance qu'en réalité, l'actuel président n'a pas du tout impulsé et qui n'est d'ailleurs pas tant lié à un changement de majorité politique qu'à un changement de contexte. L'électrochoc ici a en réalité eu lieu un certain 13 novembre 2015, lorsque Daesh a frappé sur notre sol et que la menace djihadiste est apparue aux yeux de tous. 3 jours plus tard, le président de la République d'alors, François Hollande, annonçait la fin des réductions d'effectifs au sein du ministère de la Défense. Et dès 2016, le budget de la Défense commençait à repartir à la hausse. Une politique dans la continuité de laquelle Emmanuel Macron finira par s'inscrire, mais non sans tergiversation, puisqu'en juillet 2017, l'équipe présidentielle tout juste installée annonçait une nouvelle coupe budgétaire de 850 millions d'euros. Il faudra l'onde de choc provoquée par la démission du général de Villiers, le chef d'état-major des armées, démission qui entraînera une chute drastique de la popularité d'Emmanuel Macron dans l'opinion, pour que l'exécutif recule et daigne présenter une loi de finances 2018 avec un budget de la défense en augmentation. L'audit des comptes montre qu'il y a un déficit de 4 à 5 milliards pour atteindre ces fameux 3% du pacte de stabilité. Donc il doit faire des coupes, et parmi ces coupes, 850 millions à l'armée, ce qui représente à peu près 20%. C'est grave ou pas, 850 millions ?
Alors, c'est grave pour le budget de la défense, c'est beaucoup, effectivement. D'abord, c'est beaucoup, effectivement, par rapport à l'effort qui est demandé, parce que ça représente presque 20%. Le budget de la défense ne représente pas 20% des dépenses publiques françaises. Mais c'est aussi beaucoup pour le budget de l'armée, parce que le budget de l'armée, depuis 25 ans, il a connu quand même une érosion constante. On estime qu'en euros constants, il a perdu à peu près 20% de son montant. Cette augmentation du budget, dans une année où aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté, est inédite. Et je veux que vous en mesuriez l'importance. Parce qu'elle est la cohérence même avec nos engagements. Parce que durant les dernières années, il n'y a jamais eu une telle augmentation d'1,8 milliard d'euros du budget des armées. Une tendance qui par la suite se concrétisera dans la loi de programmation militaire 2019-2025, avec pour objectif de porter les moyens attribués à la défense à hauteur de 2% de la richesse nationale. Une hausse des moyens, évidemment bienvenue, mais qui dans l'état actuel des choses ne constitue malheureusement guère qu'un rattrapage partiel de tout ce qui a été sacrifié ces dernières décennies, clairement insuffisant pour redonner sa puissance à notre défense et donc à la France, sa capacité tant à se protéger des menaces qu'à peser réellement dans la diplomatie internationale. Et peut-être arrive-t-on là aux questions auxquelles il importerait aujourd'hui que la classe politique apporte des réponses pour peser dans le jeu international, pour défendre ses intérêts et protéger sa population. Un pays se doit aujourd'hui d'être fort et le plus autonome possible. Au niveau économique, bien sûr, on voit bien en ce moment comment les sanctions imposées à la Russie pourraient se retourner contre nous, mais également sur le plan militaire. Bien sûr, on entend déjà certains s'empresser de nous expliquer qu'aujourd'hui, la France ne pourrait rien faire toute seule et qu'il faudrait nécessairement s'allier pour être fort. Un discours qui parfois tente à minimiser nos forces. Car il ne faut pas se le cacher, si la France a effectivement été fragilisée ces dernières années, elle conserve d'importants atouts. Seul pays de l'Union européenne à posséder la bombe atomique, à disposer d'un porte-avions et de sous-marins à propulsion atomique, à être titulaire d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à posséder une industrie à l'origine d'un avion comme le Rafale, la France demeure aujourd'hui la première puissance militaire de l'Union européenne, loin devant ses alliés. Mais en admettant que des coopérations soient à rechercher en Europe sur les questions militaires, ce qui est incontestable, mais n'a encore une fois rien à voir avec une chimérique Europe de la défense, il n'en demeure pas moins que ces coopérations seront d'autant plus efficaces que la France sera forte. D'ailleurs, on remarquera que les mêmes qui brandissent en étendard la prétendue Europe de la défense sont les mêmes qui applaudissent dès demain la décision allemande d'augmenter massivement le budget de sa défense. Pourtant, avec cette décision, l'Allemagne ne mise pas sur la construction européenne. Elle investit dans sa défense nationale propre et semble d'ailleurs, selon la presse spécialisée, vouloir le faire en s'équipant d'avions américains au détriment de l'alliance industrielle européenne Dassault Airbus. En agissant de la sorte, en privilégiant ses intérêts nationaux, elle se situe dans les faits aux antipodes des rêves européens d'Emmanuel Macron. Et il faut lui reconnaître qu'en cela, elle a parfaitement raison. Pour autant, il ne s'agit pas tant ici de l'applaudir que de suivre la même voie et d'investir massivement pour notre puissance et parce que, contrairement à l'Allemagne, nous en avons les moyens, pour notre autonomie. Sans mettre la charrue avant les bœufs, sans nous demander sur quelle coopération éventuelle cela pourrait déboucher. Dans tous les cas, la puissance ne peut que nous être bénéfique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un électrochoc et qu'il semblerait que l'Europe veuille désormais de nouveau exister comme une puissance, ce qui est déjà une bonne chose puisque la plupart des élites européennes jusque-là étaient sur un logiciel post-historique, l'idée qu'on était sorti de l'histoire, que finalement l'Europe serait une puissance pacifique, dédiée au marché, régie par la technocratie. Bon, on est sorti de cette vision-là, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, comment on retrouve le chemin de la puissance ? Et là, il y a une ambiguïté sur le projet d'Emmanuel Macron et de ses partenaires. Les Allemands ne tiennent pas tellement à ce que la défense européenne soit placée sous leadership français. Or, à l'heure actuelle, si vous voulez, les Britanniques partis, la seule défense complète et solide, y compris la dissuasion nucléaire, qui existe en Europe, c'est bien la défense française. Et ça, je pense que c'est pas facilement acceptable, pas seulement pour les Allemands, mais pour un certain nombre de nos partenaires. Reste bien sûr une dernière question en suspens, celle de la forme sous laquelle concrétiser ces investissements.
Et vous vous en doutez, ce n'est pas ici, maintenant, que nous répondrons à cette question qu'hier encore personne ne daignait se poser. Une telle question ne se tranche pas en 5 minutes, et y répondre requiert de nombreuses expertises dont nous ne disposons pas ici, mais que l'on trouve, sans doute, au sein de notre armée. Comment reconstruire une défense nationale efficace, à même de nous protéger des nouvelles menaces et de rendre le monde plus sûr? Si la question est bien sûr éminemment complexe, la première étape pour y trouver une réponse satisfaisante serait sans doute que l'ensemble de la classe politique, et le chef de l'État en tête, accepte de se la poser. Au regard de l'actualité récente, nul doute que ce serait bien plus pertinent que de se contenter de slogans, peut-être séduisants, mais on le sait désormais, totalement dépourvus de sens et dont la répétition ad nauseam ne peut à terme que nuire à notre pays, à ses intérêts et à la sécurité de ses citoyens. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura intéressé et à défaut de vous en apprendre plus sur le déroulé exact de la guerre en Ukraine, vous aura permis de saisir toutes les limites de cette Europe de la défense qu'on cherche à nous vendre à longueur de journée, alors même qu'elle n'existe pas et que de toute évidence elle n'existera jamais. Clairement, nous sommes confrontés aujourd'hui à une offensive idéologique, une tentative de la part d'un camp politique d'instrumentaliser le conflit entre la Russie et l'Ukraine pour valoriser une Union européenne qui pourtant ne brille guère par son rôle très limité dans ce conflit. Or, comme souvent, lorsque l'UE s'illustre par ses dissensions et son impuissance, c'est l'occasion pour ses défenseurs acharnés de réclamer plus d'Union européenne. Cette fois, dans un contexte qui pourtant exigerait que l'on se pose les bonnes questions. Et il nous semblait important, avec cette vidéo, de mettre en garde contre cette offensive et de contribuer à ce que chacun garde la tête froide en ces temps difficiles. On vous invite bien sûr à partager cette vidéo autour de vous au maximum si vous pensez que notre démarche est utile. À ce propos, si vous appréciez notre travail et que vous estimez qu'il en vaut la peine, vous êtes bien sûr cordialement invité à le financer à hauteur de quelques euros par mois via notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Aujourd'hui, si le fil d'actu est un média 100% indépendant, que nous pouvons librement décider des sujets que nous traitons et de la manière dont nous les traitons, c'est grâce à vous, les tipeurs, qui représentez la seule source de financement de la chaîne. C'est vous qui, seuls, nous permettez de faire ce travail sans se vendre plus offrant, sans avoir à faire du contenu sponsorisé et sans avoir à subir la censure de qui que ce soit. Donc, merci infiniment pour tout ça. Si vous aussi, vous souhaitez devenir tipeur régulier du fil d'actu, c'est possible, il vous suffit de vous rendre sur la page Tipeee de l'émission, en description, donc sous la vidéo, et de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour connaître toute notre actualité. Si la vidéo vous a plu, on vous invite bien sûr à laisser un pouce vers le haut et un commentaire, ça donne de la visibilité à nos contenus et c'est toujours un plaisir de vous lire. On se retrouve très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.